super. Eh bien, Bon, Nicolas, qu'on a présenté donc en introduction, qui enchaîne sur les syndromes de Guillain-Barré et neuropathie aiguë. Merci beaucoup. merci Romain. Donc voici mes liens d'intérêt que je vous passe vite fait pour essayer de gagner un petit peu de temps. Voilà, pas pour les cacher. Alors l'idée de ce topo, c'est d'essayer de faire le diagnostic de la neuropathie, d'essayer d'identifier le moment pour intuber ces malades, d'optimiser le traitement et peut-être juste toucher un mot sur gérer le sevrage ventilatoire. Et vous allez voir, sur ce dernier point, on n'a pas forcément beaucoup de data. Et donc, pour avoir un peu d'interactivité, je vous propose d'utiliser WooClap. Je vous mets là le QR code que vous pouvez flasher avec vos téléphones. Et sinon, vous pouvez aussi vous connecter sur WooClap et mettre le petit code à coucher dehors, là, qui est HFBSYQ. Voilà, donc d'abord pour voir si ça marche bien et que si vous êtes tous connectés, je vous propose de me dire où est R2D2 sur cette illustration. Hop, et donc ça semble marcher. Super. Alors, le syndrome de Guillain-Barré, c'est la première cause de paralysie flasque depuis la disparition de la polio. Donc, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement fréquent. Je suis presque certain que vous avez tous déjà vu un syndrome de Guillain-Barré dans vos services de réanimation. L'incidence, elle varie aux alentours de 1 à 2, 3 par 100 000 habitants. Ça survient à tout âge. Dans 2 tiers des cas, il y a une infection préalable qu'on retrouve soit à l'interrogatoire ou alors sur des recherches infectieuses sérologiques. Et puis, finalement, si vous n'avez pas plus de données que ça, vous savez juste que vous avez un Guillain-Barré aux urgences, mais il y a une chance sur 3 qui se retrouve intubé, ventilé en réanimation. Selon la définition de la dysautonomie, il y a entre 10 et 20% de chances qu'il ait de la dysautonomie, et on est sur une mortalité globale de quelques pourcents. En termes de physiopathologie, la physiopathologie, c'est celle d'une atteinte dysimmune post-infectieuse, c'est-à-dire que vous allez avoir une infection, votre système immunitaire va se défendre contre cette infection et fabriquer des anticorps. Et ces anticorps que vous voyez représentés ici, vous avez ici votre neurone, ici votre axone, vous voyez ici la petite gaine de myéline. Ben, les anticorps qui vont être produits vont se fixer soit au niveau de la gaine de myéline pour les formes démyélinisantes, soit au niveau de l'axone et notamment au niveau du nœud de Ranvier, au niveau de motifs glucidoprotéiques qui sont un petit peu particuliers, qui s'appellent des gangliosides. Et donc, le fait que ces anticorps se fixent, ça va aboutir à l'arrivée et l'activation du complexe d'attaque membranaire qui va aboutir à l'arrivée de macrophages qui vont en fait boulotter soit la myéline, soit l'axone pour faire un peu faux, mais pas si faux que ça. Et du coup, depuis les années 90, et notamment grâce à ce chercheur japonais Yuki, qui est neurologue immunologiste, on sait qu'il y a une homologie particulièrement importante entre certaines bactéries et virus que vous avez représentés ici et ces motifs protéiques avec des glucides qui s'appellent les gangliosides. Et donc, on sait ainsi que si on a une infection à Campylobacter jejuni, ben, on a plutôt des gangliosides, des anticorps dirigés contre les gangliosides qui sont GM1, GD1A, GQ1B, GT1A. Alors que si on a une infection à d'autres germes, comme par exemple le CMV, on a plutôt des gangliosides anti-GM2. Cette physiopathologie est particulièrement bien décrite pour tout ce qui est forme axonale de Guillain-Barré et beaucoup moins pour les formes démyélinisantes qui sont les formes les plus fréquentes dans les pays occidentaux, alors que en Asie, c'est plutôt les formes axonales. Donc là, on va continuer avec un cas clinique un petit peu stéréotypé. Vous avez Monsieur S qui a 47 ans, il a 3 enfants, il est informaticien, il n'a pas d'antécédents. Il consulte aux urgences car il a du mal à se lever de son lit depuis le matin. À l'interrogatoire, vous retrouvez une angine il y a une quinzaine de jours, des paresthésies des pieds il y a 4 jours, et depuis 2 jours, il a l'impression que ça remonte un petit peu sur les jambes. Vous l'examinez,
vous avez un déficit sensitivo-moteur, vous avez du mal à trouver les réflexes ostéotendineux et vous considérez que du coup ils sont faibles par rapport à ceux que vous avez l'habitude de voir. Vous ne retrouvez pas de niveau sensitif, pas de troubles sphinctériens et vous évoquez un syndrome de Guillain-Barré. Et donc, je vous pose comme question, quels sont les symptômes, les signes cliniques qui sont compatibles avec un syndrome de Guillain-Barré? Et donc, je vous propose une tétraparésie ascendante, des réflexes ostéotendineux vifs, des troubles sphinctériens, une ataxie ou une tétraparésie descendante. Hop, je vous fais apparaître les résultats en temps réel. Donc la tétraparésie ascendante, vous êtes à peu près tous d'accord. Les réflexes ostéotendineux vifs, personne n'a coché, c'est exceptionnel, mais c'est possible. Des troubles sphinctériens, c'est possible, mais c'est souvent plutôt à la phase d'état, alors que quand les patients sont déjà hospitalisés en réanimation et bien souvent quand ils sont déjà intubés ventilés. Donc des troubles sphinctériens au premier plan chez ce malade-là que vous voyez plutôt aux urgences, bah, ça serait atypique, ça devrait vous évoquer un diagnostic différentiel. L'ataxie, c'est possible également. Et la tétraparésie descendante, c'est possible, notamment avec certains gangliosides, et ça donne ce qu'on appelle parfois des Guillain-Barré descendants. Donc, ce n'est pas la forme typique, mais c'est possible. Donc, en termes de présentation clinique, le déficit sensitivo-moteur ascendant avec aréflexie, c'est à peu près 90% des cas. Vous voyez ici que dans cette très bonne revue un peu ancienne déjà d'Alan Roper de New York, vous avez les signes alignés au début quand vous prenez les malades et là quand la maladie est pleinement développée, donc on va dire 4 à 1 semaine après le début des symptômes. Et vous voyez que les déficits moteurs, ils ne sont pas à 100% au début alors que pour les bras et les jambes, on a presque 9 ou 95% des malades qui ont les symptômes-là à la phase d'état. 30% des malades, on l'a déjà vu, auront besoin d'un recours à la ventilation mécanique, une dysautonomie dans une dizaine de pourcents. Et un point important pour le diagnostic différentiel, c'est qu'il n'y a pas de niveau sensitif à votre examen, il n'y a pas de trouble sphinctérien. Là encore, si les deux étaient présents, il faudrait évoquer un diagnostic différentiel et je crois que c'est l'objet de la prochaine question. Ce qui est par ailleurs fondamental pour le diagnostic de Guillain-Barré, c'est qu'entre le début des symptômes et le maximum des symptômes neurologiques, vous ayez moins de 4 semaines. Dès lors qu'on est à plus de 4 semaines, on n'est plus dans une polyradiculonévrite aiguë, mais on est dans une polyradiculonévrite subaiguë ou le début du polyradiculonévrite chronique. Et à ce moment-là, il y a possiblement plein de diagnostics différentiels aux causes juste dysimmunes ou auto-immunes. Et à ce moment-là, la réflexion étiologique est un petit peu différente. Voici les différentes présentations cliniques qu'on voit pour le Guillain-Barré. La forme classique, c'est des formes qui touchent l'ensemble du corps et qui sont plutôt des formes ascendantes et c'est les formes les plus fréquentes en Occident, avec notamment les formes démyélinisantes. Mais vous avez des formes un peu particulières qui ne touchent que les yeux et l'atteinte et le système nerveux sensitif proprioceptif. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Miller-Fisher, donc qui est avec la classique ophtalmoplégie, ataxie et aréflexie. C'est pas si fréquent en Europe, mais ça représente 30% en Asie. Et ensuite, vous avez d'autres formes particulières qui, le plus souvent, n'arrivent pas en réanimation. Alors là, je vous pose comme question, quels sont les principaux diagnostics différentiels devant un syndrome de Guillain-Barré dans les propositions qu'il y a une polio, une myéloradiculite à VZV, un botulisme, une myélite inflammatoire, une maladie de Lyme neurologique. Donc, je vous laisse quelques secondes encore. On voit que le VZV, ça fait pas mal. La maladie de Lyme également, la polio un peu. Et puis, myélite, ça avance. Bon, on est pas mal. En fait, on va dire
Oui, la polio, c'est un diagnostic différentiel, mais avec la vaccination, je pense que vous avez jamais vu de polio. Moi, j'ai jamais vu de polio aiguë. Peut-être que Tarek en a vu une ou Romain en a vu une, mais c'est extrêmement rare à l'heure actuelle. C'est souvent chez des gens pas vaccinés qui vont en Afrique. Le botulisme, ça arrive, mais c'est quand même pas extrêmement fréquent. Et donc, le diagnostic différentiel principal, c'est effectivement la maladie de Lyme tertiaire, la myéloradiculite à VZV, d'où tout l'intérêt du liquide céphalorachidien à analyser à la ponction lombaire, et la myélite inflammatoire. Donc voici une représentation des diagnostics différentiels. Plus le petit rond est gros en surface, plus finalement c'est des circonstances qu'on trouve fréquemment. Donc le vrai diagnostic différentiel, c'est vraiment la myélite, que celle-ci soit infectieuse et inflammatoire. Et donc quand on a un niveau sensitif à notre examen sensitif ou qu'on a des troubles sphinctériens au premier plan, ça nécessite de faire une imagerie médulaire et de pousser ces gens-là à l'IRM. Ensuite, les radiculites ou myéloradiculites, bah, c'est le plus souvent du Lyme et du VZV, mais à ce moment-là, à votre ponction lombaire, vous allez retrouver une méningite et vous allez souvent rechercher ces choses-là. Sachez que si vous voyez un Guillain-Barré avec une diplégie faciale, méfiance, allez réinterroger votre malade, il risque d'avoir une maladie de Lyme. Et enfin, il y a d'autres diagnostics différentiels, des rhombencéphalites infectieuses inflammatoires et parfois des atteintes musculaires à type de myosite où vous pouvez retomber sur le bon diagnostic grâce au CPK, à l'EMG. Vous pouvez parfois aussi avoir des choses encore plus rares, la paralysie périodique et rarement la myasthénie ou le botulisme qui ne sont pas exactement identiques en termes de présentation. Donc, dans les diagnostics différentiels, je dirais, vous avez en fait les polyradiculonévrites. Et à ce moment-là, quand vous faites la ponction lombaire, vous allez avoir une dissociation albuminocytologique, une démyélinisation à l'électromyogramme avec un ratio inversé. Ça veut dire que vous avez quelque chose qui n'est pas longueur dépendant. Les anomalies sont plus importantes aux membres supérieurs qu'aux membres inférieurs. Et à ce moment-là, on est dans le cadre éventuellement d'une polyradiculonévrite chronique, d'une neuropathie du diabète qui parfois peut se décompenser de manière aiguë, notamment quand on le corrige vite, d'une neuropathie alcoolique, elles aussi peuvent se décompenser de manière aiguë, puis de temps en temps devant des choses rares comme une PRN secondaire à une sarcoïdose, secondaire à une hémopathie, un PUM syndrome et parfois post-médicamenteux. Les autres diagnostics différentiels, c'est plutôt des neuropathies longueur dépendante. À ce moment-là, la ponction lombaire est normale, où il y a de temps en temps une méningite si c'est une cause infectieuse, et l'électromyogramme est plutôt axonal et il est longueur dépendant, c'est-à-dire que l'atteinte est la plus importante aux membres inférieurs et moins importante aux membres supérieurs. Dans les neuropathies longueur dépendantes, il y a des causes infectieuses qui sont quand même extrêmement rares, diphtérie, West Nile, entérovirus, les causes toxiques, là aussi rares, arsenic, thallium, les causes carentielles avec notamment la carence en B12, de temps en temps des formes génétiques et quand même la neuromyopathie de réanimation quand c'est des choses qui surviennent secondairement en réanimation, c'est parfois évoqué. Si votre électromyogramme est nettement moteur et qu'on est dans ce cadre-là, sachez rechercher de principe à l'interrogatoire des données pour une intox au plomb, une intox à l'arsenic, porphyrie, diphtérie, West Nile. Donc c'est plutôt à l'interrogatoire et uniquement aller plus loin si vous avez des signes évocateurs parce que c'est quand même des diagnostics qui sont extrêmement, extrêmement rares. Alors, concernant les examens complémentaires dans le Guillain-Barré, voici ce que je vous propose et dont j'aimerais avoir votre avis. Une ponction lombaire normale élimine le diagnostic. L'EMG peut être normal s'il est réalisé précocement. Les sérologies infectieuses sont indispensables pour le diagnostic. Le dosage des antigangliosiques permet d'affirmer le diagnostic. Le diagnostic est le plus souvent purement clinique initialement. Donc pour l'instant, on a une nette prédominance sur la 2 et la 5. Et donc effectivement, l'EMG peut être normal précocement. Le diagnostic est le plus souvent clinique et on va revoir tout ça.
Donc, pour faire le diagnostic, bah, on fait la ponction lombaire, mais en fait, la ponction lombaire, comme je vous disais tout à l'heure, elle est surtout intéressante pour éliminer les diagnostics différentiels. Et du coup, vu qu'on prend notre patient souvent des urgences directement en soins critiques, plus rarement directement dans l'unité de réa, quand on fait la ponction lombaire, et on est souvent très précoce, et on est donc dans les 50% de PL normales dans la première semaine. Si on l'a fait un petit peu plus tardivement, ben on retrouve le signe pathognomonique d'une polyradiculonévrite, mais pas forcément d'une polyradiculonévrite aiguë, qui est la dissociation albuminocytologique. Ça veut dire qu'on a des protéines sans cellules. Et même si certains ouvrages vous disent qu'on peut tolérer jusqu'à 50 cellules par millimètre cube, je vous conseille de plutôt garder en tête que inférieur à 10 cellules, ok, c'est une dissociation albuminocytologique. Et si on est au-delà, il faut chercher un diagnostic différentiel. L'électromyogramme, ça va être intéressant parce que ça va pouvoir vous prouver que vous avez soit une démyélinisation, soit une atteinte axonale. Là encore, il peut être normal au début. Et donc, ça, en général, ça pose moins de soucis parce qu'on a rarement un électromyogramme comme ça en 2-3 jours. Donc, en général, il est fait plutôt à une semaine et donc déjà à un moment donné où on trouve des anomalies. Les anomalies de démyélinisation, bah, vu que vous savez que c'est la myéline qui fait un petit peu la vitesse de conduction, bah, si on a moins de myéline, la vitesse est diminuée. Et du coup, il y a le temps et les latences qu'on mesure, qui s'appellent les latences distales, qui sont augmentées. Et on peut trouver aussi des blocs de conduction. Dans les formes axonales, on trouve des baisses d'amplitude motrice et parfois ça peut être un peu plus difficile parce qu'il y a plus de diagnostics différentiels dans les formes axonales. Puis finalement, le reste de la biologie, les antigangliosides, vous allez les faire, mais vous aurez un résultat que dans 3 semaines. Donc c'est plutôt intéressant a posteriori. Et en plus, il y a des polyradiculonévrites chroniques qui sont associés à des antigangliosides. Donc ça ne vous donne pas un diagnostic de certitude. La sérologie VIH, c'est sûrement intéressant. Il y a des PRN subaigus qui sont associés au moment de la séroconversion du VIH. Le Lyme, notamment si vous avez un doute. Puis finalement, c'est bien de faire EPP, IEPP, B12 folate, qui sont les examens minimaux recommandés pour l'exploration d'une neuropathie. Puis l'IRM médulaire, on l'a déjà vu si vous avez un doute. Ce qui veut dire que la plupart du temps, vous allez vous retrouver avec un patient, une histoire compatible, une PL normale, et le reste des examens, vous ne les aurez pas tout de suite ou vous n'en aurez pas le résultat. Donc notre patient, là, il a une tétraplégie flasque, il ne peut pas lever sa tête du lit, il a une toux que vous jugez inefficace. À votre gaz du sang, vous retrouvez ces résultats sous un petit peu d'oxygène. La PL est normale, vous n'avez pas d'EMG avant 3 jours. La radio pulmonaire est normale. Et donc, se pose la question, quand faut-il intuber ces malades? Et à l'heure actuelle, on a encore pas mal de difficultés à dire quel est le moment précis quand il faut intuber ces malades. Alors, il y a cet article-là qui commence à dater de plus de 20 ans de la Mayo Clinic à Rochester qui dit qu'il ne faut pas les intuber trop tard parce que si on atteint l'arrêt respiratoire, ça grève le pronostic. Ok, bon, c'est assez une évidence. Mais il y a des données qui sont intéressantes et c'est notamment cet article-là de Tarek Charchar qui avait repris avec l'équipe de Garches les données d'une étude d'un PHRC national multicentrique où ils avaient retrouvé sur plus de 700 malades en fait des facteurs prédictifs d'intubation. Et ces facteurs prédictifs, vous voyez, c'était un temps entre le début des symptômes et l'admission à l'hôpital de moins de 7 jours, 5 fois plus de risque de finir intubé ventilé, l'impossibilité de lever la tête du lit, 5 fois plus de chances d'être intubé. Et finalement, si vous avez la possibilité de mesurer la capacité vitale, comme vous en a parlé Tarek tout à l'heure, bah, une capacité vitale inférieure à 60%, 3 fois plus de chances d'être intubé ventilé. Donc personnellement, j'aime bien ça, pas parce que c'est une série française, mais principalement parce que c'est du bon sens et c'est de la clinique avec des éléments assez faciles. Les collègues néerlandais, le centre Erasme à Rotterdam, qui aux Pays-Bas regroupe tous les Guillain-Barré de Hollande, à lui, sur leur base de malades, proposer un score qu'ils appellent l'EGRIS, qui est un score qui combine le score MRC, donc l'importance du déficit moteur,
Là encore une fois, le délai entre le début des symptômes et l'hospitalisation et la faiblesse des muscles faciaux ou des muscles bulbaires. Et en fonction de ce score-là, vous voyez que ici vous avez la probabilité de vous retrouver intubé ventilé et ici les points sur le score. Vous voyez que si vous êtes tétraplégique, vous avez 4 points ici. Vous avez commencé les symptômes il y a moins de 3 jours et vous êtes hospitalisé, vous avez 2 points. Bah, vous êtes avec un risque élevé de plus de 2 chances sur 3 de vous retrouver intubé ventilé. Donc, de manière pragmatique, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux études? Bah, que plus le déficit moteur est important, et notamment avec un score MRC bas, et plus le délai entre le début des symptômes et l'arrivée à l'hôpital est inférieur à 7 jours, plus vous avez des chances d'être intubé ventilé. C'est d'autant plus augmenté ce risque-là que votre patient est incapable de lever la tête et possiblement les coudes du lit. Si vous avez une capacité vitale, si celle-ci est inférieure à 60% ou inférieure à 30 ml kg, ça vous rajoute des difficultés supplémentaires. Et puis finalement, probablement si votre patient a des troubles de la déglutition et pas de tout, bah, là encore, vous avez plus de chances de vous retrouver intubé ventilé et donc avoir besoin de ventilation mécanique. Donc ce patient-là, avec son impossibilité de lever la tête du lit et une toux inefficace, il va être intubé ventilé. Se pose maintenant la question du traitement et donc je vous propose ici dans ce petit sondage, qu'est-ce que vous proposez comme traitement à ce malade où vous pensez qu'il a un Guillain-Barré? Est-ce que vous lui proposez des bolus de corticostéroïdes, des immunoglobulines, des échanges plasmatiques au plasma frais congelé, des antalgiques, une prévention des complications de décubitus? Donc on est pas mal. Vous dites qu'il ne faut pas donner de corticoïdes, qu'il faut donner des immunos, qu'il faut donner des antalgiques et des préventions des complications de décubitus. Et la 3, c'était un petit piège, c'est des échanges plasmatiques, mais on n'a pas besoin de les faire au plasma frais congelé. L'albumine, ça va suffire. Alors, le traitement du syndrome de Guillain-Barré, je vous montre ici deux méta-analyses que vous pouvez retrouver publiées dans Brain, mais aussi dans dans des revues Cochrane. En fait, l'indication d'une immunothérapie, c'est tant qu'on est dans la phase d'extension. Donc, ça veut dire que les malades continuent de s'aggraver. S'ils commencent déjà à s'améliorer, en théorie, il n'y a plus de nécessité d'indiquer les traitements. Pourquoi? Parce que bah, c'était les critères d'inclusion dans les études historiquement, et l'endpoint dans ces études randomisées, c'était l'atteinte motrice et notamment le handicap à 4 semaines. Donc historiquement, dans un premier temps, les premières études que vous voyez représentées ici, vous avez ce forest plot là, c'était échange plasmatique, un jour sur deux pendant 2 semaines, 1 à 1,5 masse sanguine de substitution à l'albumine. Bah, vous voyez que contre le placebo ici, les échanges plasmatiques améliorent le critère primaire, donc le AGN et le handicap moteur à 4 semaines. Quelques années plus tard, les immunoglobulines ont fait leur apparition et donc on a comparé cette fois-ci immunoglobulines, pas au placebo, mais cette fois-ci au standard of care de l'époque qui étaient les échanges plasmatiques. Et vous voyez que si on va ici sur le forest plot, on est plutôt en faveur des immunos. Ici, en faveur des échanges, vous voyez que les immunos ne sont pas différents des échanges plasmatiques et ce qui explique qu'à l'heure actuelle, on fait des immunoglobulines le plus souvent parce que plus facile est réalisé que les échanges plasmatiques. Est-ce qu'il y a une place pour les corticostéroïdes, que ceux-ci soient donnés en péros ou en IV? Vous voyez là encore une fois sur ce forest plot qu'il n'y a pas d'effet et il y a même des séries rétrospectives qui suggèrent que les corticoïdes pourraient aggraver les Guillain-Barré. Donc on ne donne pas de corticoïdes dans le Guillain-Barré, contrairement aux polyradiculonévrite chroniques. Est-ce qu'il y a une place pour un traitement immunosuppresseur? Ben, du coup, on a un tout petit peu de données, et notamment des données sur le blocage du complément. On a vu que la fixation des anticorps aboutissait à une activation du complexe d'attaque membranaire. Ben, en fait, on a finalement cette étude-là, qui est une petite étude, 23 malades contre 12, qui donnait de l'éculizumab en même temps que de l'immunoglobuline. L'endpoint était un endpoint classique marche indépendante à 4 semaines. Et finalement, on a peut-être une petite
augmentation en termes de proportion de la marche indépendante à 4 semaines, mais ce résultat était non significatif. Et donc, on a plutôt l'impression qu'il n'y a pas d'effet des anticompléments dans le syndrome de Guillain-Barré. Il y a une étude menée par une boîte pharmaceutique qui s'est terminée au Japon sur plus de 200 malades. Elle s'est terminée il y a environ un an. On n'a pas encore les résultats et donc on attend ce résultat-là pour confirmer un petit peu ces données-là sur la place éventuelle des anticompléments. Donc, chez notre malade, on a fait la prévention des complications de décubitus, on a fait un traitement antalgique. Souvent, c'est des patients qui ont extrêmement mal, avec une difficulté à les soulager. Et on a également fait particulièrement attention aux troubles du transit. C'est des gens qui, dans le cadre de leur dysautonomie, ont souvent de l'iléus fonctionnel. Et donc, parfois, on est réticent à donner tout traitement qui diminue la motilité intestinale. Et on fait aussi particulièrement attention à ce que la kaliémie soit normale et que ces patients ne soient pas en hypokaliémie. Le patient a récupéré complètement à un an. Après 6 semaines, il est sorti de réa. Il a fait 3 mois de rééducation. Et donc, ça a pris un petit peu de temps avant qu'il revienne totalement à son état antérieur. Pour finir, on va discuter un tout petit peu du sevrage ventilatoire. Et donc, voici ce que je vous propose. Des épreuves de pieds santé doivent être réalisées dès la fin des perfusions d'immunoglobulines. La trachéotomie est souvent réalisée. Les épreuves de pieds santé sont supérieures aux épreuves de ZIP sur ces malades-là. Des durées prolongées sont nécessaires pour les épreuves de sevrage. De nombreuses incertitudes existent quant à la gestion du sevrage chez ces patients. Donc on est pas mal. La trachéotomie est souvent réalisée, oui. De nombreuses incertitudes existent, effectivement, et on a quand même relativement peu de données. Voici quelques données sur le sevrage. Alors, quand est-ce qu'il faut démarrer le sevrage? Probablement pas juste après l'immunothérapie. Et donc, c'est sûrement intéressant d'attendre un petit peu en se disant qu'on est en train déjà d'être dans une phase d'amélioration du malade. Donc, il y a quelques paramètres qui ont été proposés dans la littérature avec un niveau de preuve relativement faible. C'est souvent des données à partir d'études rétrospectives. Et donc, il y a des gens qui disent on commence les épreuves de ventilation spontanée sur tube en T ou en zip quand la CV dépasse les 15 millilitres kilo, quand les pressions inspiratoires maximum sont supérieures à moins 20 cm d'eau et aussi quand les gaz du sang sont normaux. Est-ce qu'on doit préférer du T-tube qui peut-être pourrait permettre de tester un peu les troubles de la déglutition par rapport à des épreuves de zip? Ben ça, on n'a pas la réponse à l'heure actuelle. Donc chez ce malade-là, on a commencé le début du sevrage ventilatoire à une quinzaine de jours. On a fait des épreuves de ventilation de tube en T de 10 heures qui a été réussi cliniquement. On l'a reventilé la nuit, on l'a extubé le lendemain pour pouvoir bénéficier tranquillement du kiné. Et on s'est aidé aussi un petit peu de canule de Yankower pour pouvoir aspirer le malade. On a enlevé sa sonde nasogastrique à 20 jours et finalement, il a été transféré en hospitalisation. Donc, en conclusion, le diagnostic du syndrome de Guillain-Barré, ben, la plupart du temps, ça va être fait sur le contexte et une PL normale, parce que vous n'aurez pas grand-chose de plus. Le fait de ne pas pouvoir lever la tête du lit, d'avoir un début des symptômes et une arrivée à l'hôpital dans les 7 premiers jours, et le fait d'avoir une toux inefficace, c'est des facteurs importants pour prédire le recours nécessaire à la ventilation mécanique. Le traitement, vous le connaissez bien, IGIV ou échange plasmatique. Et il faut quand même préciser que c'est une récupération complète, quasi constante, même si on a des temps de réanimation extrêmement longs. Et donc, il faut souvent continuer. Et ces malades-là vont finir par récupérer, même si parfois ça peut être un petit peu fastidieux. Voilà. Merci Nicolas, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? On avait un WooClap qui était assez actif, donc je crois qu'il y a eu un petit problème de diapositive au début, mais ça semble avoir été réglé. Ok. Ouais, on a le temps pour des petites questions éventuellement. Y a-t-il un intérêt de répéter les IGIV, par exemple?
Alors, on a tous cette question-là. Alors, on a une étude du groupe hollandais, je crois que c'est Valgaard aussi le premier auteur dans Lancet Neurology, il y a 3 4 ans maintenant, où ils ont testé, ils ont essayé d'identifier les patients les plus sévères sur un autre score qu'ils ont établi, un score de gravité du Guillain-Barré. Et quand on était considéré comme sévère, on avait droit à une deuxième cure d'immunoglobuline à 1 mois et l'endpoint primaire est NS. Donc, à l'état actuel des connaissances, on a tendance à dire que le Guillain-Barré, on traite au début IgIV ou échange plasmatique et on refait rien d'autre à distance. Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile quand on a ces formes axonales qui sont ventilées en réanimation pendant 4 mois ou 5 mois, bah, de rien faire, d'attendre, c'est un peu compliqué. Très bien, bah, c'est très clair comme réponse. Merci beaucoup.